Et bienvenue pour ce 5e épisode d'Arrêt Caméra à Cannes, toujours sous la pluie et l'orage. Je crois d'ailleurs que ça s'est toujours pas calmé. Non, alors nous à l'abri, mais dehors quand on va sortir Morgane pour aller voir d'autres films, on va souffrir. Ah, surtout qu'on va pas tarder à partir, donc va falloir sortir les parapluies et les kawaii. Donc pour ce 5e épisode, on va parler de 3 films qu'on a vus ce dimanche. Dans un premier temps, on parle de Miroir numéro 3 de Christian Petzold, le réalisateur allemand qu'on a l'habitude de voir à la Berlinale et qui pour une fois est allé à Cannes, qu'on pressentait notamment en compétition. Finalement, en voyant le film, je trouve qu'il a bien sa place à la quinzaine. Disons oui, que je suis d'accord. C'est un faux film mineur de 1h25, mais qui déploie des trésors de mise en scène et aussi des ramifications scénaristiques qui m'ont fait penser à un film Hitchcockien en fait. Oui, c'est la rencontre d'une jeune femme mélancolique qui a un peu perdu goût à la vie alors que elle est une artiste, c'est une soliste, c'est une pianiste, c'est le piano qu'elle étudie à l'université et avec une famille dont on se doute qu'elle vient remplacer une absence parce que il y a un déni de deuil principalement chez la mère. Donc voilà, elle vient combler une figure qui n'est plus là. Et en même temps, on sent qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, d'intention. Donc, c'est à la fois la rencontre d'un vide de chaque côté, mais aussi Enfin voilà, il y a une forme d'opportuniste en fait dans le film et qui... Je le dis de manière positive, mais entre les personnages. Mais voilà, enfin, je veux dire, chacun cherche quelque chose et ça l'arrange bien de le trouver chez des inconnus. Exactement, en fait elle s'installe dans la maison et elle va finir par y rester un bon moment avant de devoir fatalement, ça devait arriver, s'en aller parce que de toute façon elle a une vie à côté. Et le film est assez brillant parce qu'en fait il y a un côté un peu relation d'emprise, même si c'est pas poussé, c'est pas, enfin on reste très réaliste. Non, mais on est vraiment au bord de la falaise par rapport à ça. Parce que effectivement, enfin le personnage qu'incarne Paul Habert, comme je le disais, est mélancolique et fragile. Donc d'un côté, on a l'impression qu'elle va être complètement enfermée, et d'un autre, on sent au fur et à mesure du film qu'en fait, elle n'est pas si faible que ça et qu'elle est capable d'elle-même de s'extraire du cadre dans lequel on l'a placée opportunément. Puis elle-même, il prend plaisir en fait à avoir cette place. Et d'ailleurs, je pense, c'est un non-dit dans le film, mais on le comprend quand son père revient la chercher. Il n'y a pas de mère et on a l'impression aussi qu'elle comble aussi son manque avec la présence de cette mère qui la materne, qui en fait l'objet de toutes ses pensées et avec qui elle renoue une relation mère-fille qui n'est plus existante. Je trouve le film très touchant à ce niveau-là et en même temps assez bizarre et tordu, je trouve. Il y a quand même une veine qu'il explore, notamment dans son final. Et c'est un film brillant. Je trouve que plus ça va, plus Christian Petzold fait des films. D'ailleurs, à un moment donné, il faisait beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, un cinéaste allemand qui revisite les traumas contemporains, on va dire, enfin modernes, dans les 100 dernières années quoi, de l'Allemagne. C'était notamment avec l'actrice Nina Hoss, qu'on aime beaucoup, qu'on a vu aussi chez... Dantar de Todd Field et depuis qu'il fait des films avec Paul Habert, il filme plutôt le contemporain, il quitte un peu la grande histoire pour faire des films beaucoup plus simples, faussement simples. Oui. C'est à chaque fois, Morgane, je trouve comme des dispositifs psychologiques, c'est-à-dire ça montre des choses et ça veut dire plus. Et c'est ça qui est intéressant dans son cinéma à Petzold, je trouve. Du coup, on a toujours envie de voir ces films. C'est ça, c'est des films qui sont assez minimalistes, mais en même temps tellement bien montés, tellement bien coupés, avec une grande gestion du hors-champ, une gestion du suspense, de l'émotion qui est très très fort. Et j'ai fait un rapprochement, mais pour moi, c'est un peu ce qui est devenu aussi la carrière d'Aung San Suu à sa façon, hein. Mais des cinéastes qui deviennent, qui maîtrisent de plus en plus leur style pour faire des choses simples mais grandes. C'est ça que il y a une
autre chose, Morgane, si on peut conclure là-dessus, que j'aime beaucoup chez Petzold, c'est que, sans trop en dire, mais c'était comme son précédent Le ciel film, rouge. Le ciel rouge. Je trouve que Petzold filme des paysages allemands qu'on voit peu, voire pas au cinéma. Dans Le ciel rouge, c'était une station balnéaire allemande. Enfin, moi, j'ai quasi jamais vu ça. Sur la mer Baltique, ouais, mais ça aussi, c'est indéterminé. Il y a beaucoup d'indétermination, pardon, j'ai un peu galéré. Dans ces films récents, c'est plus Berlin, c'est plus telle ville. Et là, on est dans la campagne allemande, on sait pas trop où, mais... on suppose que c'est pas très loin de Berlin, parce qu'ils vont en voiture au bout d'un moment. Mais... Ça a l'air agréable, mais en même temps, ça fait partie de l'inquiétude globale, parce que là aussi c'est une idée de mise en scène qui moi m'a fait marrer, c'est que la maison dans laquelle le personnage principal est accueilli et chouchouté, il y a régulièrement des gens qui passent devant et qui fixent la maison comme s'il s'était passé quelque chose, et rien que ça, je trouve que ça rajoute un peu une couleur un peu horrifique au film, qui donne des sueurs froides. Il y a un voile de mystère, un voile horrifique, Hitchcockien en fait, qui fait que le film est toujours plaisant. On a envie de savoir ce qui va se passer, même si on se doute un peu, mais ça c'est pas grave. C'est plutôt dans la manière dont se construit la psychologie des personnages que le film est passionnant. En tout cas, on en a pas dit beaucoup, mais on espère que ça vous donnera envie. Enfin, c'est quand même le but. Sans transition, on va passer à The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Oui, qui sort prochainement en salle. D'ailleurs, vous pourrez le voir assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cet énième film de Wes Anderson en compétition à Cannes? C'est la troisième fois d'affilée d'ailleurs qu'il y est. Ouais, et c'est d'ailleurs la troisième fois d'affilée, et c'est dans la veine de ces deux précédents, Morgan, c'est-à-dire Asteroid City et The French Dispatch. Merci. Et en fait là, d'ailleurs c'est même plus proche de French Dispatch que de Asteroid City, parce qu'on se souvient, Asteroid City c'était un film quasi à huis clos dans une même ville, même s'il y avait tout un délire avec la mise en scène d'une pièce de théâtre. Le French Dispatch c'était un film de collage de plusieurs histoires. Pour faire un magazine, en fait, un journal. Et là, en fait, on est... alors, c'était pas un collage de plusieurs histoires, mais c'est un collage de plusieurs séquences qui sont liées à une aventure d'un père et de sa fille pour essayer de sauver... Alors, c'est assez tordu comme histoire, pour sauver un projet complètement capitaliste. Financier, capitaliste, industriel. Et il va voir ses collaborateurs pour essayer de rendre solvable ce projet. Il y a vraiment, pour moi, dans ce film, Morgan, The Phoenician Scheme, un schéma en termes de scénario qui est similaire à celui d'une BD ou d'un manga. C'est-à-dire, donc on a un personnage, il arrive, c'est protagoniste, il a des côtés sympas et d'autres pas du tout, mais le but c'est qu'on s'y attache, et progressivement en fait il va battre un ennemi, passer au suivant, battre un ennemi, passer au suivant, jusqu'à l'ennemi suprême. Mais c'est vrai, c'est un film comme ça avec des boss. Presque avec des niveaux et des... C'est vrai qu'il y a une dimension jeu vidéo que j'avais pas tilté. Surtout que le film commence direct avec une explosion, encore un personnage qui explose d'ailleurs. Il y a que des explosions. Le film est gore d'ailleurs, c'est assez surprenant chez Wes Anderson. On dirait qu'il se salit un peu, même si pas complètement. Moi j'irais plus loin, Morgan, et j'en avais parlé avec toi. Je pense que, aussi parce qu'il avait fait des déclarations en ce sens, je pense que Wes Anderson a pas du tout aimé le fait que l'esthétique de ses précédents films soit énormément répliquée sur Instagram. Ça a été une invasion. Mais par les films aussi, par l'IA en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça se voit qu'il y a eu une recherche esthétique et picturale dans celui-là, parce que ça reste un style Wes Anderson, mais contrairement à ce que la bande-annonce donne à voir, pardon. J'ai pas vu la bande d'ailleurs. Moi je l'ai vu, et j'ai vu des gens dire on dirait un film Wes Anderson par IA. Je trouve ça vraiment, vraiment pas sympa et malhonnête, parce que le film ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est sûr que le film, il y a toujours ce côté maison à poupée de Wes Anderson. Je vais revenir après, mais... Ces glissements, ces travelling de caméra, et ces dispositifs très plateau de jeu de société où un personnage est là, un autre est là, un autre est là, bref. Mais il y a d'ailleurs une séquence assez marrante qui, lui, il est toujours très cadré son cinéma, et d'un coup il y a un mouvement de caméra qui rentre dans le cadre et qui fait un plan séquence en fait, et c'est assez surprenant, une course poursuite. C'est là où je voulais en venir. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète pas. C'est que dans The Phoenician Scheme, et je vous le dis et je vous l'assure, ça ressemble aux deux autres films. C'est le même genre, mais vraiment sur le plan esthétique, c'est pas pareil. On sent qu'il a fait énormément de recherches pour essayer de rester collé
à ce qu'il fait et à ce qu'il sait faire. Et enfin, c'est normal, je veux dire, c'est cinéaste, sa patte ça a son style, d'artiste. ouais. Non, mais c'est ça. Mais il a vraiment introduit des nouvelles manières de filmer et qui en même temps s'introduit dans ces dispositifs. Par exemple, il y a bien plus de gros plans dans ce film que je n'en ai jamais vu dans ses films précédents. Enfin voilà, par petites... C'est un exemple comme ça qui m'a marqué, mais par petites touches... on voit qu'il y a des choses qui sont différentes. Le film est beaucoup moins saturé que Asteroid City, par exemple. Il est beaucoup moins contrasté que The French Dispatch. Pardon. Bref, il y a vraiment une recherche à ce niveau et on sent que c'est une recherche qui tente de dire cette fois, j'ai pas envie d'être copié. Oui, c'est possible, ouais. Mais juste pour terminer, moi je trouve que l'accusation du cinéma de Wes Anderson comme des maisons de poupées, je trouve que c'est de plus en plus faux. Pour moi, c'est un compliment. Oui, peut-être. Mais disons que la clé de ça, c'était The Grand Budapest Hotel. Et que depuis 3 films, en fait, ces films ne sont plus du tout des films de maisons de poupées. Au contraire, il y a une vraie mélancolie qui s'installe de film en film, et cette fois c'est sur le précédent c'était sur la perte d'une femme en fait, et là une famille dysfonctionnelle, et là c'est plutôt comment, il y a aussi la perte d'une femme d'ailleurs qui est au cœur du film, oui. Et surtout comment un père et une fille parviennent qui tout oppose, notamment parce que le père est un sale type, hein, faut pas se mentir, arrive quand même à s'en sortir, et le film aussi, qu'on reproche souvent à Wes Anderson de pas parler de son époque, de faire des films apolitiques. Encore une fois, il y a toujours un peu de politique dans son cinéma, et là on y est. Le personnage de riche industriel qui survit à des attentats à sa vie, ça c'est pour le comique de répétition, mais disons que le personnage d'industriel qui veut réduire en esclavage d'autres personnages, évidemment ça évoque Trump, c'est un Américain, c'est un Texan, bien sûr. Et le fait qu'il lui donne une rédemption, les gens vont dire peut-être que oui, alors il essaye de penser que Trump peut réussir à être quelqu'un de bien. Je pense pas, c'est plutôt que son personnage de cinéma lui le devient, et c'est un modèle à suivre, parce que sans parler de la fin du film, voilà, il y a un retour à une espèce de simplicité de vie, etc., qui est assez touchante, et on sait très bien que ça n'arrivera pas pour Trump, mais le film il y a toujours une expérience politique dans son cinéma. Je suis pas d'accord. On termine avec la pluie s'intensifie. C'est terrible. On doit sortir dans pas longtemps. Non, mais c'est le déluge. Je serais même pas étonné qu'il y ait des endroits de Cannes qui sont inondés. Enfin, c'est un délire, bref. On termine, alors justement, on parle d'eau, d'inondation éventuellement. On va terminer sur un film de requin, Dangerous Animals de Sean Byrne, qui était lui aussi à la quinzaine comme Miroir numéro 3, et qui est. Il y a toujours un film qui va remplir ce créneau horreur à la quinzaine, et là on est dans l'horreur pure, c'est du cinéma bis, complètement réjouissant, quoi. Et puis en plus c'est un film qui a en tout cas de tous ceux qu'on a vus, c'est un des films qui a le plus fait vibrer la salle. Enfin, même moi je me suis énervé devant le film, mais positivement, hein. Oui, mais ça m'arrive jamais. C'est un cas de Cannes où t'as pas forcément que des fans de films d'horreur, et retrouver des gens qui sont pas forcément fans de films d'horreur dans ces séances là, il y a une sacrée ambiance, ça donne des trucs cocasses que les gens réagissent, mais comme autour de nous c'était l'émoi. Oui, c'est ça. Et quand le personnage, moi ça m'a fait marrer, mais enfin bon, là ça parle pas tant du film que ça, mais ça parle aussi un peu du public, c'est toujours intéressant. Mais quand le personnage parvenait à faire certaines choses, la salle a applaudi vivement pour l'encourager. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Alors le film donc raconte, Sean Byrne, c'est un réalisateur australien qui avait fait The Loved Ones notamment, qui est pas sorti en salle, mais qui avait gagné un prix du jury à Jarramé en 2011, qui était pas mal. C'était une espèce de torture porn, mais qui déjà déconstruisait ça, et il y avait une ambiance un peu justement teen movie à la John Hughes. Et là c'est pareil, c'est du film de requin, mais après tous les films de requins qu'on a eu, de Jaws, Les Dents de la Mer, à les films Asylum qui sont Sharknado contre je sais pas quoi, Giant Octopus, les trucs horribles, débiles, complètement teubés. Et alors Morgane, tu parlais de torture porn pour son précédent. Je tiens quand même à dire à ceux qui ne l'ont pas vu que je trouve que, et c'est peut-être la principale force de Dangerous Animal, que le film reste équilibré en termes de gore, de peur, de torture. Enfin, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de gratuité. Il y a de l'acharnement parce que le personnage veut s'en sortir, mais ce n'est pas trop. En tout cas, moi j'ai trouvé ça largement supportable.
Non, bien sûr, le film est assez équilibré. Il y a des scènes gore, mais notamment les scènes d'attaque de requins, finalement, elles sont filmées à hauteur de la surface et on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Il n'y a pas de. Alors, on voit un corps déchiqueté au bout, non, mais c'est après. C'est pas pendant l'attaque. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi par des soucis financiers. Je pense qu'il ne pouvait pas non plus montrer des scènes de requins qui bouffent. Il n'avait pas forcément beaucoup de budget. Et aussi par rapport à ça, Morgane, il y a comme ça un décentrement de ce film sur deux choses. Premièrement, sur le fait que on l'a des tas de fois entendu par le passé, et il y en a, et c'est plus complexe que ça, mais enfin, il faut le dire, sur le fait qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui prennent plaisir à voir souffrir des victimes qui sont des personnages féminins. Et le film, je trouve, se décentre par rapport à ça, parce que en fait, celui qui fait ces snuff movies, c'est le personnage du film, mais c'est pas... le regard film, complaisant et lubrique du réalisateur. Ça dit quelque chose du rapport à l'horreur et c'est ça, et je trouve ça très intelligent parce qu'il y a là-dessus une réflexion sur, encore une fois, le personnage féminin blond aux yeux bleus, fragile, qui hurle de manière hystérique dans le film, qui va souffrir, et là on n'est pas dans ce cadre-là, on est vraiment avec, mais contre celui qui perpètre ces actes. Justement, juste pour contextualiser, le personnage de Jai Courtney capture des femmes pour les donner en pâture à des requins et filmer ça avec une caméra avec des cassettes VHS, quoi. Pour ensuite les revoir. Et l'autre décentrement que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que donc voilà, les films avec des créatures comme ça qui sont absolument dangereuses et meurtrières pour l'homme, là on sent quand même, et elle vient un peu au bout, mais on sent doute qu'elle va venir, on sent une affection pour elle, on sent une affection pour les requins, c'est-à-dire que le film insiste quand même pour dire que si il y a des requins comme ça qui vont manger des êtres humains, c'est aussi parce que les êtres humains sont pourris et les ont habitués à ça. Alors certes ça fait un peu facile, mais enfin on sent vraiment, j'irais pas forcément énormément d'affection pour ces animaux, mais au moins une mise d'assistance et un certain respect. Ouais, finalement, le dangerous animal du film, c'est l'homme, en fait. Voilà. Et c'est lui qui provoque, en fait, ces attaques de requins qui, en fait, arrivent d'habitude accidentellement, parce qu'il pense que c'est... quand il voit des corps, il pense que c'est des phoques ou des choses comme ça, et il n'attaque jamais... il ne mange pas les hommes. C'est pas agréable pour eux, parce qu'ils n'aiment pas les os, d'ailleurs. Ils aiment bien tout ce qui est flasque et tout. Donc, et d'ailleurs, la preuve en est que quand les personnes qui sont jetées à l'eau ont en réaction de ne pas bouger, il leur arrive rien. C'est ça. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un film plus subtil que ce dont il a l'air. Oui, il y a une tentative aussi de démystification du fantasme du requin qui est né à cause des Dents de la Mer de Spielberg. Bien sûr, mais on sent toute cette réflexion sous-jacente derrière. Ouais, c'est ça. Et le film en fait est assez marrant parce que du coup il vient redonner en fait un soubresaut au film de requin qui était complètement perdu, et en même temps on a l'impression qu'il le termine, quoi. Il dit ça c'est le dernier film, au lieu de faire un film de requin avec des gens qui sont dans l'eau qui se font attaquer, et ben en fait c'est le type un homme qui recrée ça, qui met en scène, qui devient une espèce de réalisateur et qui crée en fait le stade terminal du film de requin. Et enfin moi je trouve ça passionnant quand les films de série B d'horreur ont cette profondeur là, et en plus sont des films super à regarder avec des scènes de les scènes sont bien haletantes faites, et tout, et parce qu'il y a un moment un peu le film devient un slasher, etc. Enfin c'est le rythme est diablement efficace, le montage c'est bien mis pareil. en scène, bref c'est un plaisir de film d'horreur. C'est une tuerie si on peut se permettre. Bravo. Et on a fini avec ce 5e épisode d'Arrêt Caméra à Cannes. On se retrouvera prochainement pour un 6e épisode.